Dans cette nouvelle vidéo, nous plongeons au cœur d'une enquête qui a secoué une toute petite ville. Une jeune femme disparaît sans laisser de traces, plongeant sa famille ainsi que ses proches dans l'angoisse. Mais alors que l'on pensait que l'affaire allait tomber dans l'oubli, des découvertes inattendues vont absolument tout changer. Qui est responsable de cette tragédie? Et qu'est-il arrivé à Angel Armstrong? Restez ici pour découvrir les détails d'une histoire où la vérité est plus sombre qu'on l'imaginait. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons traiter du cas de Angel Armstrong et j'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si jamais le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en s'abonnant juste en dessous, ce n'est toujours pas fait. Et sans plus tarder, c'est parti pour cette nouvelle affaire. Serving fire department. Ma'am, are you still there? Ma'am, are you still there? À l'été 1992, Angel Armstrong avait tout juste 17 ans. Elle était née et avait grandi dans la paisible banlieue de Mentor, située dans le comté de Lake, dans l'Ohio. C'était une ville moyenne où de nombreux adolescents partageaient des expériences assez similaires, notamment celle de fréquenter le lycée local, tout comme Angel. Connue pour son énergie débordante ainsi que son sourire éclatant, Angel était une jeune fille pétillante et sociable. Ses cheveux blonds dorés accentuaient son charme naturel. Ses amis, qui la décrivaient comme une personne bienveillante et enjouée, appréciait particulièrement ses sorties spontanées en voiture, durant lesquelles elle chantait ses chansons préférées tout en sillonnant la ville. Sa voiture lui offrait une grande liberté de mouvement, lui permettant de profiter pleinement de son indépendance. L'un des lieux favoris de l'adolescente était le Great Lake Mall, un endroit très prisé des habitants de Mentor. Elle aimait y passer du temps pendant ses moments de détente, mais ce centre commercial ne se limitait pas à être un lieu de loisirs pour elle. Elle y avait également décroché un emploi à temps partiel dans un restaurant de hamburgers. Un vendredi en fin d'après-midi, Angel avait informé sa mère de ses plans pour la soirée. Elle avait prévu de se rendre au restaurant où elle travaillait afin de récupérer son chèque de paie, tout en profitant de l'occasion pour faire quelques courses. Cependant, le lendemain matin, elle n'était toujours pas rentrée à la maison. Sa mère, Jackie, n'avait pas été immédiatement inquiète. Angel avait l'habitude de passer la nuit chez des amis sans forcément les prévenir, et ce comportement ne l'étonnait pas du tout. Jackie n'était pas une mère particulièrement stricte, et les règles concernant les allées et venues de sa fille étaient assez souples. Angel, de nature indépendante, vivait sa jeunesse sans trop de contraintes. Son père, quant à lui, travaillait comme chauffeur routier sur de longues distances et était souvent absent, ce qui contribuait à l'absence de règles strictes dans leur foyer. Ce n'est que le dimanche que l'inquiétude s'est installée dans la famille. Ce jour-là, le frère aîné de l'adolescente avait décidé de faire un tour au Great Lake Mall pour quelques achats. En arrivant sur le parking, il avait été frappé par un détail troublant. Il avait reconnu la Honda Civic Claire modèle 81 qui appartenait à sa sœur. S'approchant de la voiture, il avait jeté un coup d'œil à l'intérieur. Ce qu'il avait vu n'avait fait qu'amplifier toutes ses craintes. Sur le siège, il avait remarqué le sac à main de sa sœur, ainsi que sa brosse à cheveux, abandonnée là, comme si elle avait brusquement disparu. Le frère de cette dernière, troublé par sa découverte, avait immédiatement alerté leur mère. Alors sans perdre de temps, Jackie était descendue au centre commercial afin de récupérer la voiture de sa fille. Malgré l'angoisse qui commençait à monter, elle se persuadait encore qu'Angel devait simplement passer du temps chez sa meilleure amie, Stacy. Alors afin de confirmer son intuition, elle avait tenté de joindre la maison de cette dernière à plusieurs reprises, mais malheureusement en vain. Personne ne répondait. Ce silence inhabituel avait fini par éveiller de sérieuses inquiétudes chez Jackie, et j'ai envie de dire, il était temps. Et résolue à agir, elle avait contacté la police pour signaler la disparition de sa fille. Bien que la dernière fois que quelqu'un ait vu Angel en vie remontait au 31 juillet, Jackie avait attendu jusqu'au 2 août avant de prendre cette décision. Lorsqu'on lui avait demandé pourquoi elle avait attendu autant de temps, elle avait expliqué qu'elle croyait qu'il fallait attendre 48 heures pour signaler une disparition. Ne trouvant aucun indice, Jackie s'était tournée une fois de plus vers Stacy.
convaincu que si quelqu'un pouvait avoir des informations sur sa fille, ce serait bien elle. En effet, les deux adolescentes étaient inséparables, partageant leurs journées et leurs secrets. Et si elles n'étaient pas ensemble, elles étaient en contact constant par téléphone. Toutefois, ce week-end précis, Stacy se trouvait chez sa sœur, occupée à cuisiner des petits biscuits. Quand Jackie avait finalement réussi à la joindre, Stacy était restée sans voix en apprenant la disparition d'Angèle. Elle n'avait ni vu ni entendu parler d'elle depuis déjà plusieurs jours. Cette révélation avait bien entendu bouleversé sa mère, qui s'était accrochée à l'idée que sa fille était simplement chez son amie depuis le vendredi après-midi. Face à la gravité de la situation, la police de Mentor avait rapidement déclenché une recherche d'envergure afin de retrouver l'adolescente. Larry Fisher, désigné comme détective principal concernant cette disparition, avait pris les choses en main. Sa première initiative avait été une fouille minutieuse de la Honda Civic d'Angèle, mais cette inspection n'avait révélé aucun signe de lutte ou d'acte malveillant. La voiture semblait même en parfait état, sans aucune trace de vol. Tout portait à croire que l'adolescente avait simplement quitté sa voiture de son plein gré. Néanmoins, ses proches étaient complètement déconcertés. Rien dans son comportement ne suggérait une envie soudaine de faire une fugue. Angèle était une jeune femme pleine de vie, aimée de tous et avec plusieurs projets qui étaient très clairs et précis pour son avenir, notamment celui de poursuivre ses études à l'université. Devant ce mystère, les enquêteurs avaient commencé à envisager la possibilité d'un enlèvement. Dans l'espoir de trouver des indices, ils avaient soigneusement relevé les empreintes digitales laissées dans la voiture d'Angèle. Le résultat s'était révélé frustrant. Bien que des dizaines d'empreintes aient été identifiées, toutes appartenaient à des membres de la famille ou alors à des amis proches. Ce constat, au lieu de clarifier la situation, avait ajouté une couche de complexité à l'enquête, rendant chacun d'entre eux potentiellement suspect. Le détective Larry Fisher avait commencé par examiner l'emploi du temps du père d'Angèle auprès de sa compagnie de camionnage. Les feuilles de répartition avaient confirmé que l'homme se trouvait à plusieurs États de l'Ohio au moment de la disparition de sa fille, ce qui avait bien entendu permis de l'écarter rapidement des suspects. Toutefois, l'enquête avait pris une tournure plus intrigante lorsque Jackie, la mère d'Angèle, avait refusé de se soumettre à un test polygraphique. Cette réaction plus qu'inattendue avait éveillé la curiosité des enquêteurs, et franchement, il y a de quoi. C'est étonnant de la part d'une mère inquiète pour son enfant de refuser de participer à ce genre de test qui, finalement, ne sert qu'à l'écarter de la piste des suspects afin de faire avancer cette dite enquête. De ce fait, les enquêteurs ont rapidement commencé à analyser son comportement de plus près. Plusieurs questions restaient en suspens. Pourquoi avait-elle attendu si longtemps pour signaler la disparition de sa fille? Et si elle pensait qu'Angèle avait été victime d'un acte criminel, pourquoi avait-elle déplacé sa voiture, risquant ainsi de compromettre des preuves éventuelles? Bien qu'ils aient trouvé son attitude suspecte, les policiers manquaient de preuves tangibles pour étayer leurs soupçons ou, du moins, pour la contraindre légalement à passer le test polygraphique. Cherchant des pistes concrètes, la police était alors tournée vers le dernier lieu connu où Angèle avait prévu de se rendre, le restaurant de hamburger où elle travaillait. À leur arrivée, les enquêteurs avaient découvert que l'adolescente ne s'était jamais présentée le soir de sa disparition. Son chèque de paie, qu'elle avait pourtant mentionné vouloir récupérer, était resté sur place. Cette révélation avait poussé les enquêteurs à interroger les collègues de cette dernière, dont certains avaient déjà des hypothèses troublantes sur ce qui aurait pu lui arriver. Ils avaient évoqué un ancien manager, un homme connu pour son comportement inapproprié envers les jeunes employés. Ce dernier, souvent présent lorsque les travailleux se changeaient pour enfiler leur uniforme, avait déjà été licencié pour harcèlement sexuel. Plusieurs incidents rapportés, incluant des attouchements inappropriés, avaient contribué à ce renvoi. En creusant davantage, les enquêteurs avaient découvert que cet ancien manager avait un casier judiciaire pour des interactions déplacées avec des mineurs. Évidemment, ça en faisait un suspect idéal. Ses anciens collègues avaient également révélé qu'il semblait avoir une fixation particulière sur l'adolescente. Il lui accordait une attention excessive, malaisante, faisant des commentaires à connotation sexuelle et trouvait régulièrement des excuses pour se rapprocher d'elle dans la cuisine qui était plutôt exiguë et donc malheureusement, c'était assez simple entre guillemets pour lui d'avoir des attouchements envers cette dernière. Cette obsession apparente avait rapidement placé cet homme au sommet de la liste des suspects.
La police avait réussi à retrouver ce dernier afin de l'interroger. Néanmoins, celui-ci, bien entendu, avait nié toute implication dans la disparition d'Angèle. Il avait affirmé ne pas l'avoir vue depuis leur période de travail ensemble et assuré qu'il ne se trouvait pas du tout près du Great Lake Mall le jour de sa disparition. Afin de renforcer son alibi, il avait même fourni ses feuilles de temps, prouvant qu'il travaillait ce jour-là dans une autre chaîne de restauration rapide. Malgré les preuves limitées, les enquêteurs n'avaient pas écarté la possibilité que la disparition d'Angèle soit liée à son lieu de travail. Ils avaient repris leurs interrogatoires, questionnant à nouveau les employés ainsi que le directeur de ce fameux restaurant. C'est à cette occasion qu'ils avaient découvert un secret qu'Angèle avait bien gardé pour elle, même vis-à-vis de sa famille. Il s'était avéré que l'adolescente avait en réalité été licenciée de son poste pour des retards répétés. Bien qu'elle ait dit à sa mère qu'elle allait chercher son chèque de paie, elle avait omis de mentionner que ce serait son dernier. Quoi qu'il en soit, en dehors de ce petit mensonge, si on peut appeler ça petit, après avoir soigneusement vérifié tous les alibis des employés et des personnes associées à son lieu de travail, la police avait fini par les disculper. Les enquêteurs se retrouvaient alors une fois de plus face à une impasse. Les proches d'Angèle étaient stupéfaits à l'idée que quelqu'un puisse vouloir lui faire du mal. Angèle était connue pour sa douceur, son esprit confiant et son absence d'inimitié. Cependant, cette confiance pourrait bien avoir été un facteur déterminant. Les enquêteurs avaient envisagé qu'une personne mal intentionnée ait pu tirer parti de sa nature amicale afin de l'attirer dans un piège. Dans la majorité des enquêtes criminelles, la dernière personne à avoir vu une victime vivante est souvent un suspect clé. Dans ce cas, cette personne était Stacy, la meilleure amie d'Angèle. La police avait donc décidé de l'interroger à nouveau, la considérant comme une personne d'intérêt. Une entrevue de plus de 4 heures avait suivi, durant laquelle Stacy s'était montrée particulièrement coopérative. Elle avait réaffirmé son alibi. Tout le week-end, elle était restée chez sa sœur à cuisiner. Mais au cours de cet échange, Stacy avait donné aux enquêteurs une piste importante. Elle avait mentionné un nom, Mark Sotka. Selon Stacy, Mark était un garçon de 19 ans, récemment diplômé avec mention de Mentor High. Angel avait toujours admiré Mark et nourrissait l'espoir d'avoir un jour une relation sérieuse avec le jeune homme. Cependant, seuls les amis les plus proches d'Angel étaient au courant qu'ils se fréquentaient cet été-là. Stacy avait ensuite révélé un secret encore plus bouleversant. Angèle était enceinte. Avant sa disparition, cette dernière avait confié à son amie qu'elle prévoyait d'annoncer la nouvelle à Mark. Elle espérait qu'il accepterait cette situation et qu'ils pourraient commencer ensemble une belle relation, commencer à élever un enfant ensemble et construire une vie de famille. Malheureusement, Mark semblait n'avoir jamais partagé les mêmes intentions que cette dernière. Inscrit à l'université d'Akron, il considérait apparemment leur relation comme une simple aventure estivale et n'avait montré aucun désir de s'engager sérieusement avec elle. Évidemment, cette révélation avait redirigé l'enquête vers Mark Sotka. Considéré désormais comme un suspect potentiel, il avait été immédiatement convoqué par la police afin d'avoir un interrogatoire approfondi. Au commissariat de police, Mark Sotka avait affiché une grande surprise en apprenant qu'il était considéré comme un suspect potentiel dans l'affaire de la disparition d'Angèle. Il avait fermement nié toute implication, rejetant même l'idée qu'ils aient été dans une relation sérieuse, encore moins qu'elle pourrait porter son enfant. Mark avait toutefois admis qu'ils avaient eu une aventure d'un soir, mais il avait affirmé ne pas l'avoir revue depuis plusieurs semaines. Selon ses dires, il entretenait une relation stable avec une autre jeune femme, et ce depuis déjà 2 ans. Ce vendredi soir-là, il avait affirmé avoir quitté son travail à 17h avant de se rendre au centre commercial afin d'acheter un cadeau pour sa petite amie. Ensuite, il avait retrouvé des amis pour une soirée pizza. La police avait alors entrepris de vérifier scrupuleusement cet alibi. Les enquêteurs avaient commencé par se rendre au concessionnaire automobile où Mark travaillait. Sa carte de pointage avait en effet confirmé ses heures de travail, corroborant ainsi ses déclarations. Ils avaient ensuite retracé son trajet jusqu'au magasin où il avait affirmé avoir fait son achat. Les relevés de caisse et les horaires semblaient en effet plausibles, laissant supposer qu'il aurait pu s'y rendre dans le temps qu'il avait indiqué. Enfin, ses amis avaient confirmé qu'il les avait rejoints à 21h pour une pizza suivie d'un film.
Toutefois, aucun témoin n'avait pu attester l'étape du centre commercial. Lorsque les enquêteurs avaient interrogé les employés des boutiques où Mark prétendait être entré, personne ne se souvenait l'avoir vu ce soir-là. Ce manque de confirmation avait évidemment ébranlé la crédibilité de son récit, poussant la police à explorer un petit peu plus cette piste. En réponse, Mark s'était montré coopératif et avait accepté de passer un test polygraphique, contrairement à la mère d'Angèle. À la grande surprise des enquêteurs, il avait réussi le test sans grande difficulté, prouvant qu'il ne mentait pas sur ses réponses. Enfin, je vous rappelle quand même qu'il faut rester un petit peu en retrait face à ces fameux détecteurs de mensonges, puisqu'ils ne sont clairement pas fiables à 100%. Quoi qu'il en soit, grâce à cette collaboration et à l'absence de preuves concrètes contre l'homme, Mark avait finalement été écarté comme suspect. La police était alors revenue sur ses premières hypothèses, envisageant la possibilité qu'Angèle ait été enlevée ou alors qu'elle ait volontairement quitté le domicile. L'adolescente savait que sa mère désapprouverait fermement un avortement. Peut-être avait-elle pris simplement la décision radicale de fuir pour gérer seule sa grossesse. Néanmoins, les enquêteurs se retrouvaient de nouveau dans une impasse. L'affaire semblait piétiner, jusqu'à ce que finalement un témoignage complètement inattendu est arrivé plusieurs semaines plus tard. Un prisonnier du centre de détention du comté de Lake avait fourni un renseignement plus qu'intrigant. Il avait affirmé qu'une prostituée, travaillant dans les rues de Cleveland, correspondait parfaitement à la description d'Angèle. Cette jeune femme, blonde, âgée d'environ 17 à 20 ans et dotée d'un sourire captivant, aurait été repérée marchant seule dans une rue. Et ce signalement troublant correspondait en tout point à Angèle Armstrong. Le détenu avait raconté avoir vu Angèle peu de temps avant son arrestation. Selon lui, la jeune femme aurait été recrutée par un homme connu sous le pseudonyme de Pimp Daddy, un proxénète bien connu des autorités locales. C'est alors que le détective Fisher, déterminé à suivre cette piste et finalement à suivre toutes les pistes qui pourraient mener à la jeune femme, avait rapidement pris contact avec la police de Cleveland. Ces derniers avaient confirmé l'existence de cet individu, qui dirigeait une opération de prostitution depuis un bâtiment de 2 étages situé à la périphérie de la ville. Les travailleurs de Pimp Daddy étaient un mélange de jeunes fugueurs, d'errants et d'adolescents en difficulté, souvent forcés au silence par des menaces. Les enquêteurs savaient que si jamais Angèle était réellement l'une de ces prostituées, qu'ils n'auraient qu'une seule chance de réussir à la secourir, et ils avaient décidé d'organiser une descente au moment où le lieu serait le plus actif, un vendredi soir. Un mandat de perquisition avait été rapidement obtenu, et le raid avait été mené avec succès. Parmi les personnes présentes, les enquêteurs avaient identifié une jeune femme affirmant s'appeler Angèle. Cependant, elle avait refusé de répondre à leurs questions, et rien ne permettait de confirmer qu'il s'agissait bien d'Angèle Armstrong. L'étape suivante était alors de demander à Jackie, la mère de cette dernière, de venir à Cleveland pour identifier cette jeune femme. La mère, rongée par l'angoisse, s'était préparée au pire. En arrivant sur place, elle avait immédiatement su que cette jeune femme n'était malheureusement pas sa fille. Malgré cette fausse piste, l'intervention avait eu un impact positif. La police avait réussi à retrouver la famille de cette autre jeune femme et à la renvoyer chez elle, la sauvant ainsi d'un environnement dangereux marqué par le crime, la drogue et la prostitution. Pour Jackie, cependant, cette issue avait été un nouveau coup dur. Ne perdant pas espoir, elle avait ouvert les portes de sa maison aux chaînes d'information locales. Dans l'espoir de mobiliser le public, elle avait partagé des photos de sa fille et imploré toute personne disposant d'informations de se manifester. L'histoire de la disparition d'Angèle avait rapidement gagné en visibilité, devenant un sujet de discussion dans tout Mentor et les environs. Les amis de cette dernière s'étaient tous mobilisés, imprimant et distribuant des milliers de prospectus dans la communauté. Pendant ce temps, les habitants avaient uni toutes leurs forces, sollicitant entreprises, organismes de bienfaisance et associations locales afin de constituer une cagnotte et ainsi avoir une récompense de 10 000 $ en échange d'informations menant à son retour. En l'espace de quelques semaines, le service de police de Mentor avait reçu des milliers de signalements. Les enquêteurs, submergés par cette avalanche d'informations, avaient travaillé sans relâche pour examiner chaque piste. Mais là encore, malgré tous ces efforts, aucune preuve tangible n'avait permis de localiser l'adolescente. Face à l'impuissance des autorités,
Les Ormston avaient décidé d'engager un détective privé. La famille espérait que cette initiative donnerait un nouveau souffle à l'enquête. Malheureusement, même avec cette aide supplémentaire, les résultats n'avaient pas été au rendez-vous. La disparition d'Angèle restait un réel mystère, alimentant désespoir et inquiétude au sein de sa famille, mais également au sein de la communauté. Angèle avait maintenant disparu depuis plus de 3 mois. Alors que les jours s'étaient transformés en semaines, puis en mois, son cas semblait destiné à devenir une affaire classée. Malgré tout, sa mère, Jackie, refusait de perdre espoir. Persuadée que cette dernière était encore en vie, elle avait laissé un message sur le répondeur familial dans l'éventualité où sa fille tenterait un jour de téléphoner. Chaque jour, elle attendait un signe, un appel, quelque chose qui pourrait la rapprocher de la vérité. Au fil du temps, la frustration avait grandi, non seulement au sein de la famille et des amis d'Angèle, mais aussi dans toute la ville de Mentor. Beaucoup reprochaient à la police l'absence de progrès dans l'enquête. Pourtant, une personne en particulier semblait manifestement plus agacée que les autres, un comportement qui avait fini par attirer l'attention des enquêteurs. Cet homme, fiancé à une amie proche d'Angèle, s'était montré excessivement désireux de participer à l'enquête. Bien qu'il n'ait eu qu'une connaissance superficielle finalement de la jeune femme, il avait multiplié les interventions, n'hésitant pas à partager ses petites théories avec la police et même avec les médias locaux. Son attitude intrusive et son besoin apparent d'attention avaient éveillé les soupçons des enquêteurs. Âgé de 29 ans, soit 11 ans de plus que sa fiancée, l'homme correspondait à un profil qui méritait d'être examiné de plus près. Les enquêteurs avaient envisagé plusieurs hypothèses. Peut-être avait-il fait des avances à Angèle qui les aurait rejetées et aurait-il agi par vengeance? Ou bien avait-il eu une relation avec elle et craignait-il qu'elle ne le révèle à sa fiancée? Quoi qu'il en soit, lorsque la police l'avait interrogé, l'homme avait affirmé qu'il travaillait dans un magasin de chaussures au centre commercial le jour de la disparition d'Angèle. Son alibi semblait solide, mais des failles potentielles laissaient penser qu'il aurait pu, pourquoi pas, commettre un acte criminel juste après son service. Volontairement coopératif, il avait autorisé les enquêteurs à fouiller sa voiture. Néanmoins, aucune preuve incriminante n'avait été découverte. Et finalement, la police avait conclu qu'il n'était qu'un fouineur en quête d'attention, sans lien apparent avec la disparition d'Angèle. Une nouvelle fois, l'enquête s'était retrouvée dans une impasse. Le 15 décembre 1992, près de 4 mois après la disparition d'Angèle, une découverte tragique allait mettre un terme définitif à sa recherche. Ce jour-là, un habitant local était parti à la chasse avec son chien, et alors qu'il explorait les bois, l'animal s'était soudainement mis à suivre une odeur particulière, l'amenant à un fossé de drainage. Là, le chasseur avait remarqué une grande forme enveloppée dans un drap, solidement attachée avec une corde. Pris de panique, il s'était approché pour examiner le contenu du drap. En le repoussant légèrement, il avait découvert une vision macabre. Une main humaine dépassait de l'étoffe. Horrifié, il avait bien entendu immédiatement alerter les autorités. Lorsque les enquêteurs avaient récupéré le corps, ils avaient constaté qu'il était dans un état avancé de décomposition, ayant reposé contre terre pendant plusieurs mois, soit approximativement depuis la disparition d'Angèle. Le cadavre avait été solidement lié à l'aide de rubans adhésifs verts et d'une vieille corde à linge. Bien qu'il fût impossible de l'identifier visuellement en raison de l'état du corps, tout le monde, au fond de lui, savait déjà qu'il s'agissait d'Angèle Ormston. L'équipe médico-légale s'était immédiatement mise au travail, examinant les restes et fouillant le sol environnant à la recherche de preuves susceptibles de révéler l'identité de son assassin. Pour la famille ainsi que pour la communauté, le temps de l'espoir s'était transformé en quête de justice. Le 16 décembre, le coroner a confirmé l'identité des restes retrouvés grâce au dossier dentaire, et il s'agissait, sans surprise, bel et bien d'Angèle Ormston. La nouvelle a rapidement bouleversé toute la communauté de Mentor, où l'espoir de retrouver l'adolescente vivante s'était complètement effondré, laissant place à la consternation mais également à la colère. L'autopsie a révélé des détails macabres sur ces derniers instants. L'adolescente avait subi un traumatisme sévère à la tête causé par un objet contondant, mais la cause directe de son décès était 2 coups de couteau infligés avec une grande force dans la poitrine. Ces blessures témoignaient d'une violence extrême, probablement dictée par une colère complètement incontrôlable.
Malgré l'horreur de cette découverte, la police disposait désormais de preuves physiques précieuses qui pourraient les mener au coupable. Lors de l'examen du corps, des fibres bleues provenant d'un tapis avaient été trouvées collées au ruban adhésif utilisé pour attacher Angèle. Ces fibres étaient évidemment une pièce clé, et les enquêteurs se sont mis à rechercher un tapis correspondant parmi toutes les maisons liées à Angèle, y compris celle de sa famille et de ses connaissances. L'une des propriétés identifiées appartenait aux parents de Mark Sotka, le fameux jeune homme que la victime avait fréquenté l'été précédent. Bien que la maison fût vide au moment du meurtre, car mise en vente, des témoins avaient rapporté avoir vu Mark y entrer à plusieurs reprises. À cette époque, seul lui et sa mère possédaient les clés de la maison. Lorsque la police s'est rendue sur place, elle a appris que la maison avait été récemment vendue. Heureusement, avec l'accord des nouveaux propriétaires, une perquisition a pu être effectuée. À l'intérieur, la maison avait été entièrement rénovée. Pas de chance. Quoique, sauf 2 pièces, dont notamment le sous-sol. Et en descendant les escaliers menant à ce fameux sous-sol, les enquêteurs ont remarqué immédiatement des fragments de tapis bleus sur les marches. Des échantillons ont été collectés et envoyés au laboratoire pour analyse. Dans la buanderie attenante, une corde à linge semblait avoir été particulièrement coupée, ce qui a attiré également leur attention. Les analyses effectuées ont confirmé que les fibres de tapis correspondaient parfaitement à celles retrouvées sur Angèle. De plus, la corde à linge correspondait à celle utilisée pour attacher son corps. Poussant les investigations plus loin, les enquêteurs ont découvert des traces de sang microscopiques sur le tapis, les murs ainsi que les escaliers du sous-sol. Une empreinte de pouce ensanglantée a également été relevée, rendant la scène encore plus accablante. Le lendemain, soit 5 mois après la disparition de la jeune femme, Mark Sotka a été arrêté pour meurtre. Face à la police, Mark adoptait une attitude plutôt provocante, refusant cette fois-ci de coopérer et affirmant que les preuves contre lui n'étaient clairement pas suffisantes. Mais l'enquête ne s'est pas arrêtée là. En fouillant sa voiture, les détectives ont découvert qu'il avait tenté de nettoyer l'intérieur, mais le travail avait été fait de manière bâclée. Des traces de sang étaient encore présentes dans le coffre, et un rouleau de ruban adhésif vert, identique à celui utilisé pour ligoter Angèle, se trouvait toujours dans le véhicule. Confronté à cette montagne de preuves physiques, Mark a fini par craquer. Interrogé par le détective Fisher, il a reconnu, finalement, avoir commis ce qu'il a qualifié de bêtise. Lorsqu'on lui a demandé de préciser, il a avoué « J'ai tué Angèle ». Dans une confession glaçante, Mark a expliqué qu'il avait invité Angèle dans la maison vide avec l'intention d'avoir des relations sexuelles. Cependant, au cours de leur interaction, Angèle lui a révélé qu'elle était enceinte, mais surtout que c'était lui le père. Cette annonce a déclenché une colère complètement incontrôlable chez Mark. Il avait exigé qu'Angèle avorte, mais celle-ci avait fermement refusé. Furieux, Mark a avoué l'avoir frappée à plusieurs reprises, ce qui a provoqué sa chute. Dans un accès de rage, il s'est précipité dans le garage, s'est emparé d'un couteau, est revenu dans la pièce et l'a poignardé à 2 reprises, mettant fin à ses jours. Mark Sotka a expliqué en détail les terribles actes qu'il avait commis après avoir tué Angèle Armstrong. Dans sa confession glaçante, il a admis avoir enveloppé le corps sans vie d'Angèle dans un drap, puis utilisé une corde à linge pour attacher ses jambes et faciliter son déplacement. Il l'a traîné dans les escaliers, a chargé son corps dans le coffre de sa voiture, puis a pris la route vers une zone boisée où il a abandonné son corps dans une tombe peu profonde. Après ça, Mark est retourné à la maison vide et a entrepris de nettoyer les traces du crime. Après son nettoyage terminé, il s'est rendu comme si de rien n'était à son rendez-vous soirée pizza avec des amis. Là, il a passé la soirée à partager une fameuse pizza au pepperoni, à rire et à plaisanter, tout en sachant que Angèle gisait complètement abandonnée dans les bois à quelques kilomètres de là. À la suite de ses aveux, Mark Sotka a immédiatement été accusé de meurtre aggravé, mais également d'enlèvement. Cette inculpation a apporté un soulagement immense à la famille et aux proches de la jeune femme qui attendaient désespérément justice, et ce, depuis déjà 5 mois. Dans le cadre de l'enquête, Mark a conduit les enquêteurs à l'endroit où il avait jeté les clés de la voiture d'Angèle au bord d'une route. Il leur a également montré un site isolé
où il avait prétendument jeté le couteau utilisé pour commettre le meurtre. Malheureusement, malgré des recherches intensives, l'arme n'a jamais été retrouvée. Le mobile de Mark était devenu évident au fil des interrogatoires. Il voyait Angèle et sa grossesse comme un obstacle à son avenir. Non seulement il n'éprouvait absolument aucun sentiment pour elle, mais il craignait également de devoir subvenir aux besoins d'un enfant non désiré. Dans son esprit, se débarrasser d'Angèle était une solution brutale mais pratique à ses yeux dépourvue de conscience. En février 1993, afin d'échapper à une peine de mort, Mark a plaidé coupable de meurtre aggravé et d'enlèvement. Cette stratégie juridique lui a permis d'échapper à la peine capitale, mais il a été condamné à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans de prison. Pendant son procès, et même après sa condamnation, Mark Sotka n'a montré absolument aucun remords. Son absence totale de conscience et d'empathie a expliqué probablement pourquoi il avait réussi à tromper le test de polygraphe durant l'enquête initiale. Cependant, en vertu d'une ancienne loi de l'Ohio, Mark est devenu éligible à la première audience de libération conditionnelle après avoir purgé seulement 2/3 de sa peine maximale, soit 20 ans de prison. En dépit de cette audience, la famille ainsi que les amis d'Angèle se sont farouchement mobilisés pour s'assurer qu'il reste derrière les barreaux. Leur combat a heureusement été couronné de succès et Mark a vu refuser sa libération. En juillet 2023, après avoir purgé les 30 années initialement requises, il a obtenu une nouvelle audience pour une éventuelle libération conditionnelle. Et une fois encore, la famille d'Angèle s'est battue avec acharnement, refusant de laisser la mémoire de cette dernière sombrer dans l'oubli ou de permettre à son meurtrier de retrouver la liberté. En novembre 2024, il semble que la mobilisation ait porté ses fruits, car le statut de Mark Sotka au département de réadaptation de l'Ohio est resté inchangé. Il demeure incarcéré. Pour la famille d'Angèle, cette décision représente une victoire symbolique et une mesure essentielle pour préserver leur dignité et honorer la mémoire d'une jeune femme arrachée à la vie bien trop tôt. L'affaire d'Angèle Hawthorne nous rappelle à quel point la vérité peut être enfuie sous des couches de mensonges et de secrets, mais aussi à quel point certains crimes laissent des cicatrices indélébiles dans les vies des victimes et de leurs proches. Mark Sotka purge maintenant une peine de prison, mais la douleur laissée par son acte restera à jamais dans les cœurs de ceux qui ont aimé la jeune femme. Alors, peut-on vraiment trouver la paix après un tel traumatisme? Et la justice est-elle toujours suffisante pour réparer les vies brisées? Bien entendu, et heureusement, je n'ai aucun proche qui a un jour connu un tel drame, de s'être fait brutalement assassiner par une autre personne, mais je pense sincèrement que malgré toutes les années de prison que cette personne pourrait se prendre après avoir commis cet acte, je pense que évidemment ça ne réparerait jamais le mal qui aurait été causé, et à mon sens, bien que cela nous apporte une certaine forme de soulagement de savoir que cette personne a été arrêtée et mise derrière les barreaux, ça ne fait que mettre un petit pansement sur une plaie béante qui restera à jamais ouverte. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire dans les commentaires, et j'espère que celle-ci était encore inconnue pour vous. Sur ces mots, comme d'habitude, si contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, en vous abonnant juste en dessous si ce n'est toujours pas fait, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci à vous, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.